Nous voilà, Driss Gali. Je suis ravi de t'accueillir sur mon podcast. Nous nous sommes rencontrés Merci. en vrai grâce à ma femme Yendi et j'ai eu l'occasion de lire en entier ton livre français Ouvrez les yeux et en moitié la traduction de ton livre sur la colonisation qui vient de sortir en anglais. Dans tes mots à toi, commençons par qui est Driss Gali? Bon, merci de m'avoir invité. Je suis un écrivain politique. Politique m'intéresse. De temps en temps, je donne aussi des conférences. Mes 2 thèmes de prédilection sont la violence et l'identité. Je pense que le 21e siècle sera porté par ces 2 thèmes, le retour de la violence et le retour de l'identité, son affirmation, peut-être plus que les religions ou que la technologie. C'est une thèse évidemment, c'est un pari. Ça, c'est, on va dire, ma définition officielle. Il y a toujours une définition extra-officielle, un CV, caché. Nous avons tous un CV caché. Je suis quelqu'un qui a perdu beaucoup de temps dans une carrière en entreprise qui n'était pas compatible avec mon identité. Je ne le regrette pas parce que j'ai connu des gens très intéressants. Je suis très reconnaissant des opportunités qui m'ont été données. Je n'ai pas d'amertume par rapport à ça. Je suis reconnaissant d'avoir, ouvert les yeux sur moi-même et quand j'ai commencé à comprendre qui j'étais, ma mission dans la vie, ben, je suis parti et j'ai traversé le désert parce que, il y a une vie loin du monde corporatif, du monde d'entreprise, mais, bon, il y a des épines, hein, dans cette vie-là. On est moins accompagné. Bon, Sécurisé, on est moins c'est sécurisé. moins sécurisé, moins sécurisé. J'ai eu beaucoup de chance aussi dans cette traversée du désert et donc j'en sors aujourd'hui. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que je suis une fleur, une fleur tardive, hein. Il y a juste 5 ans, je t'aurais dit, je viens du milieu de la haute technologie, des télécommunications, voilà, tout ça. Aujourd'hui, je m'assume. J'ai mis beaucoup de temps pour faire mon coming out, Hmm. pour m'assumer. Pour plein de raisons, notamment de mon origine. Je suis né au Maroc dans une famille qui venait de quitter la pauvreté. Ben, j'étais la première génération qui a quitté l'absolue pauvreté rurale, désespérante, analphabétisme et tout ça. Et donc les parents étaient obnubilés le par les études classiques, l'ingénieur, le médecin, le banquier. Donc je me suis engouffré là-dedans, voilà. Heu voilà, j'ai perdu 20 ans. Enfin, je dis: «J'ai perdu 20 ans», j'ai investi 20 ans. J'étais hors de ma route pendant 20 ans et je dis heureusement parce que, il y a des expériences que l'on savoure quand on est un peu plus mûr. Je pense qu'en amour, par exemple, il faut se passionner à 20 ans, je pense. Dans ces affaires-là, vaut mieux être jeune. Mais dans les affaires qui nous concernent aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux, et ce n'est pas mauvais de les de les expérimenter, de les déguster quand on a un peu de coffre et un peu de vécu. Le bonheur embête. Parfois, un malheur bien géré, et enfin, des épreuves de la vie vous permettent d'ouvrir les ports qui vous permettent de profiter des choses. Mais quand tout va bien, quand tout suit l'autoroute de la vie, tout ça, je pense que on s'habitue au confort et quand on se prend un train dans la gueule à 40 ans, 50 ans, on s'effondre. Voilà. Moi, je l'ai pris à 30 ans. Je suis vraiment ravi de m'être reconstruit. J'ai mis beaucoup de temps, hein. Hmm. C'est pas très Enfin, drôle, mais c'est comme ça. C'est la j'ai envie de te dire, tu as mis du temps, mais on ne peut pas s'inventer sans avoir traversé. C'est-à-dire que quand on demande à un enfant de 7 ans, qui veux-tu être? Bah, j'en sais rien. Il y a certains qui disent pompier, quelques-uns illuminés parce que les parents ont dit il faut être musicien, mais, ou je sais pas quoi. Mais Mmh. pour le reste, il faut essayer des choses, expérimenter des choses, Expérimenté. casser des dents, expérimenter des échecs, des épreuves. Et Ouais. c'est par les biais de ces épreuves et ces échecs qu'on commence à se construire, se connaître. Donc moi aussi, j'ai fait une expérience comme ça. Enfin,
Moi, j'étais 16 ans chez L'Oréal et puis j'ai envie de dire la plupart de ma carrière, j'étais en train de suivre ce que je pensais être C'est ça, une exact. vraie expérience et c'est sûr que j'ai eu de belles choses dedans. Comme toi, j'ai expérimenté des choses, mais en vrai, qu'est-ce qui a fait que tu as basculé? Quel était le moment où tu as... Explique-nous comment tu as transitionné. Je pense que c'est des moments de pure émotion, je pense, qui te font que tu bascules. C'est pas la raison. Parce que on est dans une espèce d'inertie, au fait, hein. Et l'argent rentre, il y a le statut social, il y a l'espèce de mimétisme. Donc, on comprend vite qu'on n'est pas à sa place, mais on n'agit pas. On agit quand on prend un gros coup de marteau sur la gueule, et en général, ça vient du côté de l'émotion. Et moi, j'ai eu une dépression à un moment qui a traîné, qui a traîné, qui a traîné, qui a traîné, qui a traîné. Ça, c'était ma première alerte. Euh, c'est le corps qui dit on peut plus se mentir à soi-même. Voilà. La deuxième alerte, ou la deuxième alerte, c'était la mort de mon père, où je n'avais plus besoin de faire plaisir à personne. Hmm, Voilà, j'avais plus besoin de correspondre à sa vision de la réussite dans la vie. Et c'est fou à dire, mais la mort donne la vie, hein. C'est des portes qui se ferment, on ouvre d'autres. Et j'ai rencontré. Alors tout ça, on est dans la destruction, dans tout ça, la dépression, la mort d'une personne. C'est ma femme, au fait, qui m'a mis sur les bons rails, au fait, parce elle est, comment dirais-je? Elle est en anglais, on dit, elle est challenging. Moi, je suis mhm, très hmm, têtu pour mes trucs, très dogmatique, très dogmatique. Donc, même dans le malheur, j'étais dogmatique. Je dis, il y a plus de solution. Je suis trop vieux. Et ma femme, elle m'a challengé. Et voilà. Et je pense qu'avec et les femmes, elles savent, pas toutes, bon, je pense en général, elles savent occuper le territoire plus finement que les hommes. Elles arrivent des petits pas, elles occupent le territoire et elles montrent un petit peu et elles voient en nous souvent ce qu'on ne voit pas nous-mêmes, des hmm. qualités qu'on ne voit pas en soi. Et donc, petit à petit, voilà, j'ai accepté de faire de m'assumer. Mais c'est très récent, hein, parce que, euh, on- au fait, la non-identité devient une identité. Quand on a Hmm. vécu 20 ans, 30 ans en disant je suis telle chose et pas telle chose, ouais, et il y a vraiment, moi je crois beaucoup à la force de l'habitude. L'habitude de se mentir, on se raconte des histoires, c'est qu'on finit par vivre de l'histoire. Ouais, mais enfin, les êtres humains, ils adorent les habitudes. Mais C'est ça. Driss, dans tout ça, tu as choisi l'identité et la violence. Ouais, Je dois imaginer que l'identité en tant qu'immigré a quelque chose. Et bien enfin, sûr. raconte-nous, qu'est-ce qui fait que tu t'es attaché à ces deux sujets? Bah, ils se sont imposés à moi, au fait. Ils se sont attachés à moi. Mais pourquoi? Parce que, au fait, bon, en général, en général, je trouve qu'on écrit souvent, qu'on s'occupe des choses qui nous tourmentent soi-même. Mhm. À part peut-être Spinoza, Kant, Hegel, peut-être que eux, ils étaient dans le monde des idées, mais je pense qu'on est tous, on trouve dehors, dans les concepts, ce qui nous tourmente à l'intérieur. Et on essaie de faire une connexion et on fait un peu du marketing pour dire que ça n'a rien à voir avec nous-mêmes et qu'on est intéressé par les causes de l'époque et tout ça. Bon, comme ça. C'est notre condition humaine. Et c'est ce qui nous pousse à travailler des choses et de mettre beaucoup d'heures de travail dedans, parce que ça nous touche. Euh, violence, identité, bah, bon. Euh, bah, l'histoire de ma vie, c'est une quête de l'identité. Une quête de l'identité, l'identité impossible. J'ai parlé de coming out, parce que durant beaucoup de temps, il était difficile d'être homosexuel en Occident. Bon, maintenant, c'est plus facile. Ben moi, j'ai vécu, j'étais dans le placard, vraiment. Je ne pouvais pas être auteur.
m'occuper de sciences politiques, de choses comme ça. Il fallait faire autre chose. Donc, cette identité-là, moi, je la vis au quotidien parce que je suis né, j'ai grandi au Maroc. Je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans, dans le système universitaire français. Je travaille en France et maintenant je vis au Brésil depuis 14-15 ans. Donc, je suis sur 3 cultures et je vois vraiment que nous sommes tous très différents. Très, très différents. Et je vois que que c'est notre différence, enfin, que nos différences d'identité déterminent largement nos différences de performance économique et politique. Pour moi, c'est évident. Ça saute aux yeux. Pourtant, personne n'en parle. Personne n'en parle. Si le Brésil va bien ou va mal, c'est pas parce que le prix de l'or ou du bois a augmenté, parce qu'il est brésilien. Il faut soigner cette identité ou la magnifier et la maximiser. Pareil pour le Maroc, pareil pour la France. Ce siècle sera identitaire, c'est-à-dire que les peuples qui s'en sortiront, qui domineront et ne seront pas dominés, sont les peuples qui auront utilisé leur identité, d'abord qui l'auront assumée, parce qu'il faut la connaître. Bon, il faut la connaître. Ensuite, il faut l'assumer, mais pas l'assumer pour dire je suis fier d'être israélien ou russe ou non, non, ou palestinien. Non, c'est de dire ok, c'est celle-là et qui l'auront optimisée. C'est-à-dire que les zones d'excellence auront été développées et les zones de défaillance ou les zones de défaillance, elles auront été gérées. Parce qu'on n'est pas bon partout. On n'est pas Eh bon ben partout. ça, Ouais. Même le grand peuple américain, nord-américain, a des zones de défaillance extraordinaires, énormes. bien Le sûr, problème évidemment. racial, qui est terrible. Je ne pense pas qu'ils pourront un jour l'effacer, mais déjà qu'ils arrivent à le garder sous les yeux, à savoir qu'il existe. Or, nombre de peuples, comme nombre d'individus, j'en ai fait partie, refoulent tellement leur zone d'ombre qu'ils ne savent même pas que ça existe. Voilà. Donc, l'identité, pour moi, c'est évident, parce que je le vis tous les jours. Je suis marié à une Brésilienne qui est catholique, d'origine juive, d'Europe de l'Est. Enfin, c'est Un beau mélange. le choc des civilisations. C'est tous les jours. Ouais. Tous les jours, tous les jours. Tous les deux à la maison Gali. À la Maison Gali. Alors, la Maison Gali, c'est un choc colonial, parce que je suis colonisé. Moi, j'ai mes 2 mots à dire juste sur 2 choses. Sur ma religion, que je me suis pas converti, et sur quoi encore? Qu'est-ce que sur ma Le, religion et sur le budget 20, je le plaisante. budget 20. Ouais, et la relation à la mer, au fait. Je Ah, garde mon lien avec ma mère qui, dans la culture arabo-nord-africaine, est quelque chose, elle a une aura de sainteté. Parce qu'en fait, nous sommes dans des matriarcats travestis. Parce que, vu de Paris, le monde arabe, le monde nord-africain, les femmes sont des martyrs. Je l'ai longtemps cru. Toujours vu dans ma mère un martyr, maltraité par mon père, enfin maltraité par mon père, dans le sens rabaissé. Tout ça, la loi est misogyne. Voilà. Quand mon père est mort, ma mère a hérité du 8e du patrimoine. Ça, c'est la loi musulmane, la charia pour l'héritage. C'est la loi. La veuve hérite le 8e. Donc, j'ai toujours pensé qu'il y avait. Mais quand on regarde vraiment le fonctionnement des familles, on voit que les femmes ont beaucoup de pouvoir, positif et de nuisance. Donc, j'ai gardé avec ma mère cette relation-là de spéciale. Hein. Mais sinon, le reste, le régime alimentaire à la maison, ce qui va être cuisiné, ce qui va être mangé, la, les fêtes, là, on est approche de Noël, les fêtes, c'est ma femme qui décide. La manière de recevoir. Mais en fait, on a beau capituler pour avoir la paix. Et de toute façon, la vie est un arrangement. On ne va pas être en guerre tout le temps, c'est rien. Quand je vois ces immigrés en France qui sont en guerre tout le temps contre la hmm. France, mais je dis c'est stérile, ça sert à rien. On perd son temps, on perd son temps. Il y a des batailles perdues d'avance. Mais si je peux revenir là-dessus, c'est on en fait son identité dans la lutte. Et enfin, là où on se croise beaucoup, c'est sur cette histoire d'identité. Enfin, souvent, c'est identity politics, la politique de Oui, l'identité. bien sûr. Et on va dire, c'est un mot très tendance. Mais je ne le pense pas du tout comme toi, tu le décris, tu le définis. Donc, pour revenir à ce sujet, donc la violence, Oui, la violence. pourquoi est-ce que la violence, pour toi, est un sujet aussi important? Bon.
je pense que deux raisons, poursuivant le raisonnement d'avant. Au sein de moi-même, il y a toujours une violence contre moi-même, entre deux versions. La version qui veut être écrire, faire de la littérature, prendre des risques, et la version docile qui va suivre l'entreprise, suivre une carrière de cadre sup. Donc cette violence-là, elle m'a massacré, mais elle m'a permis aussi d'arriver à ce moment-là. C'est comme dans un avion, il y a l'aile de l'avion, il y a deux forces, la traînée et la portance. Pour un avion, ça permet de. Moi, j'ai mis du temps à faire travailler ces deux forces en moi, pour moi. Donc, cette violence-là, j'ai eu une guerre civile à l'intérieur de moi-même. Je pense que je ne suis pas le seul. Nous sommes tous un peu contradictoires. Donc, cette violence-là, moi, je la connais intimement et je la vois maintenant dans le monde. On voit les pays, on voit un pays comme la France. Il se ronge, s'explose les boyaux avec cette guerre civile franco-française sur des thèmes qui ne veulent plus rien dire. La laïcité, la souveraineté, enfin, il n'y a que des prétextes pour comme les chiites hein, qui se flagellent. On voit ça. Ou les Et catholiques. oui, 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 bien sûr. Euh, et ça, c'est le côté vraiment, on va dire, ce que je projette de moi-même vers l'extérieur. Côté égoïste, on va dire. Et il y a aussi des évidences aussi qui sont vraiment objectives, qui n'ont rien à voir avec moi. C'est que nous sommes aujourd'hui arrivés à un moment où le système politique, nous sommes arrivés il y a deux carrefours importants aujourd'hui, à mon avis. Le système politique, aujourd'hui, libère la violence. Il est criminogène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est fait au niveau des tribunaux, au niveau du code pénal et autres, pour préserver les intérêts du violent, du délinquant, du violeur, de l'homicide. Tout est fait. Juste les garanties des droits pénaux, les procédures pénales. En fait, tout est tout est fait pour donner un avantage. Il y a une crise aujourd'hui mondiale de la justice, et pas seulement d'ailleurs en Occident. Rares sont les pays, peut-être qu'ils se comptent sur le doigt de la main, où on peut espérer avoir justice en se rendant dans un tribunal. Rare. Et ce n'est pas une question de dépense de budget. Hein. Vous voyez ce qui est devenu la justice française, la justice britannique, avec les histoires qu'il y a eu cet été, les gens qu'on a mis en tôle on vide des prisons pour mettre en tôle des gens qui ont fait des posts sur Facebook. Donc, il y a donc la violence, elle est générée par le système politique, qui a fait le pari finalement de libérer les fous. Parce qu'on a commencé avec Michel Foucault par libérer les fous, on a bien fait. Très probablement, on avait exagéré avec l'enfermement généralisé des fous. Là, on a libéré les fous, maintenant, on a libéré les délinquants. Il y a une espèce c'est un carnaval. Donc, il y a ce côté-là. Et il y a le deuxième carrefour qu'on est en train de passer collectivement, en tout cas en Occident, c'est le changement des hiérarchies. Il y a violence quand il y a changement de hiérarchie. Avant la Révolution française, 10 ans avant, il y a déjà eu une augmentation de la violence. On appelle ça le brigandage. Il y avait dans les domaines de chasse, des grands chefs, des grands nobles, il y avait des brigands. En fait, c'était les premiers révolutions. Parce que je ne te frappe que si je pense que je suis ton égal ou ton supérieur. Qu'est-ce que c'est qu'une agression? C'est une domination. Le type qui te vole ton téléphone portable, il veut te dominer. Rares sont les cas où il est motivé par la faim. En général, les gens, en Occident en tout cas, ils ne volent pas pour manger. Ou ils ne violent pas pour manger. Voilà. Le type qui demande une cigarette dans le métro, il n'a pas faim. C'est une tentative d'établir une nouvelle hiérarchie. Parce qu'il y a des classes sociales qui tombent et d'autres classes qui montent. Et il y a surtout, en Occident aujourd'hui, ce sera mon dernier point, il y a une diversité, il y a une immigration de masse qui amène des populations à vivre les unes avec les autres, et c'est normal. Et ça n'a rien à voir vraiment avec l'islam. C'est normal quand il y a des peuples qui cohabitent au même endroit de chercher à établir une hiérarchie. C'est normal. Quand il y a deux groupes, on le voit en entreprise. Quand il y a les francs-maçons et les cathos, il y a toujours une recherche de suprématie. Alors, ils ne sont pas avec des battes de baseball, mais ils cherchent la suprématie dans le conseil d'administration, dans le syndicat. Enfin, tous les motifs sont là bah, entre les peuples. À cause de l'immigration de masse, vous avez des voyous. On le voit dans les films américains, Gangs of New York, des Irlandais contre des Italiens.
les Polonais de Chicago contre on a vu toute la mafia. C'était ça. Et, et cette violence-là, donc, elle, est, elle ne fait que commencer. Parce que vous avez aujourd'hui en Occident, surtout en Europe de l'Ouest, un chamboulement des hiérarchies. Les peuples historiques sont en train de sortir et d'être challengés, pour parler en mauvais anglais, par des peuples qui viennent d'arriver. Et c'est humain, c'est la nature humaine. Euh, et on voit que donc ça, c'est la violence. Et ça, c'est fascinant. Parce que on a Tesla, on a Elon Musk, on va peut-être coloniser Mars, mais nous avons ressuscité au coin de la rue des phénomènes qui sont extrêmement archaïques et qui ne sont pas euh, mus par l'IA ou par le software. En fait, c'est le software humain qui ressort. C'est comme quand il y a la mer qui recule et on voit les récifs. En fait, là, la mer est reculée, on voit les êtres humains tels qu'ils sont. Et nous sommes splendides et déplorables en même temps. Nous sommes très violents, en fait. On peut être extrêmement déprimant, en fait. On voit dans les rues d'Europe, enfin, ces faits divers, c'est la nature humaine, telle qu'elle est, brutale et tellement manipulable, parce on sait ce qu'il faut faire pour éviter ça, mais personne ne veut regarder. Donc ça, Je vais vouloir discuter de ce qu'il faut faire. J'ai envie de poursuivre un peu parce que dans ton livre, tu parles en effet de ce côté inné en nous de la violence. oui, Tu dis l'être humain a besoin de dominer, le besoin de puissance. Et tu dis dans ton livre que cette puissance est reliée à la souveraineté. oui, La violence, on commence à entendre parler de beaucoup de criminalité dans les grands capitaux tels la France, Londres, etc. Et au San Francisco, même New bien York. sûr. Et, et tu parles aussi de ce côté colonisé de l'intérieur. Oui, J'ai envie de dire, il y a la colonisation entre guillemets de religion, mais si mm, on utilise un petit air pour religion, et les religions de pensée, oui, il y a des pensées qui sont colonisateurs, qui veulent influer, bien qui sûr. veulent dominer l'histoire ou une société, et il y a des gens qui sont dedans, qui sont pas contents de ces histoires ou ces idées, et donc du coup, il y a affrontement. Et il y avait un passage dans ton livre sur la colonisation, dont j'ai pas le titre en tête, mais j'avais l'impression que tu parlais d'aujourd'hui. Tu Mhm. parlais de la période 1885 par là en France, Oui, oui, où il y avait côté méditation et le côté des gens qui voulaient euh, aller chercher de l'économie. Alors, méditer, et puis, enfin, c'est un grand courant aujourd'hui de parler de la méditation. bien sûr. Et donc, c'est là où j'en étais. Je me suis dit, tiens, ça, ce passage, on pourrait le coller, mais directement à aujourd'hui. Bien sûr. Oui. Au fait, la France a perdu la guerre face à la Prusse, hein, l'ancêtre de l'Allemagne, hein, en 1870. Elle a perdu l'Alsace et la Lorraine. Donc le régime est tombé. Napoléon III est tombé. 1870-71, je ne me souviens plus. Et la République est arrivée. Et encore, ils ont mis une petite dizaine d'années à décider du régime. Et c'était vraiment 50-50, hein. Il y avait autant de républicains que de monarchistes. Même à l'Assemblée, il y a eu des majorités monarchistes. Et donc, on était dans un pays vraiment polarisé entre ceux qui disaient on va se recueillir, contempler, méditer, l'introspection. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a perdu la guerre face à l'Allemagne? Ce qu'on apprend, ce qu'on dirait aujourd'hui dans le management, c'est lessons learned ou trouble. Moi, j'ai travaillé là-dedans en plus. Trouble, root cause. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? C'est le pourquoi. C'est le pourquoi. Pourquoi on s'est. Ah, donc, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer? L'armée, le moral. Voilà. C'est ce qu'a fait Vichy en 40. On va ouvrir la parenthèse. Vichy en 40, on a perdu face aux Allemands. Sauf qu'on a perdu tout le pays. Qu'a dit Vichy? Il a dit non, on ne va pas se venger maintenant. On va comprendre ce qui s'est passé et on va. Enfin, elle a même sauté l'occasion. Elle a dit on va faire la révolution nationale. Travail, famille, patrie. Voilà ce qu'on a perdu face aux Allemands à cause de ça, ça, ça. Bon, je ferme la parenthèse.
Donc, il y avait un courant qui disait, c'est pas la peine d'aller faire la guerre à l'Allemagne maintenant, on va comprendre ce qui s'est passé. Prenons le temps de comprendre. Il y a un deuxième courant qui disait, non, il faut faire la guerre maintenant. Et la République, qui venait d'arriver, qui était vraiment très fragile, a dit, non, en fait, on ne peut pas faire la guerre maintenant. D'abord, on n'a pas les armements, la France est isolée en Europe, on n'a pas beaucoup d'alliés, pas d'Anglais, les Anglais n'étaient pas alliés de la France, ni les Russes. L'Italie était en train de se chercher. Donc, ils ont dit, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller aux colonies. On va aller chercher les réponses aux colonies. Parce que dans les colonies, on va refaire la France. On va montrer à tout le monde que nous sommes des guerriers, on va amener le progrès, tout ça. Voilà. Et la Et, fierté. et la fierté, et la fierté. Et on va avoir des bonnes nouvelles. Parce qu'on a conquis la Tunisie, l'Indochine, et on va oublier la guerre civile française. Parce que face à un Noir ou un Chinois, monarchistes et républicains sont des frères. Le danger est commun. On ne va pas dire, oui, moi, je ne vais pas t'aider parce que tu es monarchiste ou tu es. Voilà. Ça a marché. Mais pourquoi ça a marché? Parce qu'il y a eu un lobby qui s'est mis en place avec des médias, des capitalistes, des géographes, des journaux, voilà, tout ça, des militaires, des hauts fonctionnaires, et qui ont vendu cette idée-là, en fait. En fait, on peut vendre toutes les idées. Toutes les idées peuvent être vendues. Il suffit d'avoir la communication et d'avoir aussi un peu d'audace, parce que euh, euh, ils ont menti. Ils ont dit qu'il y avait de l'or. Ils ont dit qu'on pouvait faire du cacao, du coton en Algérie. Ils ont dit qu'on pouvait faire, voilà, ils ont dit qu'on pouvait naviguer, par exemple, le fleuve Rouge, je ne sais plus, en Vietnam, jusqu'en Chine. C'était faux. Parce que non, il fallait, ouais, on va arriver en Chine, on va faire le commerce. En fait, ils ont menti, ils ont gonflé les chiffres. Mais c'est ça la vie, en fait. C'est beaucoup d'esbrouf, hein. Et ça a changé le cours du monde, hein. Ça a changé le cours parce que c'était pas du tout gagné parce que les principaux économistes français de l'époque étaient contre la colonisation. Ils étaient des vrais libéraux dans la tradition anglaise. Ils disaient non, on ne va pas aller coloniser. Il faut suivre Adam Smith, spécialisation, avantage compétitif, on n'a rien à faire aux colonies. Et en fait, voilà, ils ont menti. Enfin, le lobby colonial a menti. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons des lobbies qui mentent et qui font le consensus est toujours fabriqué, au fait. Il est toujours imposé. C'est comme avec l'histoire de l'immigration. Euh, L'immigration a lieu, elle a eu lieu, et on nous dit c'est une chance pour la France. Et vous avez tout un lobby universitaire, artistique, capitaliste, institutionnel qui vous dit oui, une chance pour la France. Bon, ok, il y a à boire, à manger là-dedans. Elle n'est pas entièrement négative, elle n'est pas entièrement positive. D'accord. En tout cas, c'est un grand défi. Ça, je pense qu'il faut. Mais pour les colonies, c'est pareil. Ils ont d'abord conquis les colonies faciles, la Tunisie, ils ont tenté que l'Égypte, ils n'ont pas réussi. L'Afrique noire un peu, enfin facile, ouais, oui. Plus facile que d'aller chercher la Chine ou la Russie. Et après, ils ont dit, au fait, les colonies, c'est bien. Parce que le fait accompli est très important là-dedans. Parce que Mm. c'est du spinning, comme on dit en Angleterre. C'est du spinning. On a Mhm. conquis la Tunisie, on a conquis le Sénégal, tout ça. Bon, donc on va trouver de l'or, voilà. Il y a cette espèce comment dirais-je, de malice qui est fascinante. C'est un comportement peu de voyou, en fait, ce que la République a fait. Mais c'est un coup de génie, je lis dans le livre, c'est un coup de génie. Parce que ça a marché. Enfin, ça a marché pour le régime. Et la France, entre guillemets, a bien fait d'attendre la revanche, a bien fait de différer la revanche face aux Allemands, parce qu'il a fallu attendre 1914. Et là, la France Mm. avait des alliés, notamment les Américains et les Anglais, et les Russes, hein. C'était pas... Elle a pu gagner la Première Guerre mondiale. Et là-dedans, il y a un moment où tu parles du fait que bah, on n'a pas les moyens d'attaquer l'Allemagne, notre ennemi juré au moment, parce qu'ils avaient pris l'Alsace et Lorraine, etc. Et ensuite, on va aller faire de l'Asie, on va faire une bonne histoire, on va gagner. Mais tu as dit à un moment donné, je n'ai pas les mots exacts, mais tu dis, bah, on en a fait l'Angleterre, notre ennemi juré de Oui, tout temps. Évidemment, j'ai regardé ça, mais enfin, et puis j'ai toujours pensé que la vraie ennemie pour la France a toujours été l'Angleterre.
Il y a un côté I love you, I hate you de la France. Mm, Et ce mm, qui est un peu ironique dans le sort des choses, c'est l'alliance entre la France et l'Allemagne aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? Mais pour revenir sur la France, le sujet de l'immigration, tu as raison, c'est de mm. dire il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. Et il y a des histoires autour de ça. Qu'est-ce qu'on Bien raconte sûr. là-dedans? Mais ce problème d'immigration qui existe en France existe aussi en Angleterre, aux Oui. États-Unis, dans beaucoup de Oui. pays de l'Ouest, même l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Suède. Et, et pour autant, chaque pays, en fait, l'attaque ou a des problèmes différents à l'intérieur de ça. Bien sûr, bien Mais sûr. si on reste sur la France, parce que ça, c'est le pays où, enfin, c'est le livre Le Français ouvrait les yeux, et c'est un sujet que tu as traversé quand tu étais en entreprise. C'est quoi notre identité? Et j'ai envie de dire qu'on a éclaté avec les déconstructionnistes de Foucault, Derrida, etc., de, de l'histoire, H Mm. majuscule, de notre pays. On veut se déconnecter des faits pour refaire un autre contexte, ou décontextualiser les choses. Mais en revanche, il reste encore un gros problème qui est, c'est quoi la France? Mhm, Car mhm. en fait, si tu dis, bah, la France, c'est Louis XIV, on va dire, oh là là, ça fait un Mhm, peu beaucoup. mhm. Charles de Gaulle même. Mais Ouais, ouais, bien sûr, comment est-ce qu'on peut arriver à identifier ou se mettre d'accord bien sûr. sur une identité en commun ou quand on a le drapeau français, tricolore, euh, on est tous derrière. Enfin, c'est même la Marseillaise maintenant, c'est devenu Mhm, c'est trop compliqué, trop compliqué. Enfin, mhm. Ouais. et donc, il y a quelle est l'identité française? Et la deuxième question, c'est comment arriver à faire en sorte que on se mette d'accord? Est-ce que ça doit passer par la violence ou est-ce qu'il y a un moyen tierce pour le faire? Bon, l'identité française, on peut la définir de deux manières complémentaires et complémentaires. C'est d'abord un air de famille. C'est un air de famille. On reconnaît un Français à 1000 kilomètres. Et ce n'est pas l'allemand, ce n'est pas l'espagnol. Et ce n'est pas l'anglais. Ce n'est pas le russe. Ce n'est pas le marocain. Voilà. Ça, c'est un air de famille, une espèce de familiarité, de ressemblance qu'il y a entre les Français. Et La deuxième pardon, chose, pardon. cette ressemblance, parce qu'en fait, j'aurais pu prendre quelques mille années qui ont Oui, cette air de famille, qui oui, ont cette élégance, entre guillemets, enfin, ce que je pense être l'air de famille. Mais bien sûr. l'air de famille française est différente quand même quand on parle de Marseille que de C'est Paris. vrai, c'est vrai, très vrai. C'est très vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. C'est tout à fait vrai. Mais il y a encore un air de, il y a un air de famille, malgré tout, entre un Marseillais et un Lillois, qui existe. Il est évident. Et alors qu'entre un Marseillais et un Sénégalais de Dakar, c'est difficile. Il y a la francophonie. Il peut y avoir la francophonie, l'usage du français en commun. Mais ce n'est pas la même identité. Alors, je reviendrai sur la question de la couleur plus tard. Donc, l'air de famille. Et cet air de famille, il a été, on peut aussi le définir par des zones d'excellence et des zones de, disons, des zones d'ombre. La France, c'est un pays des idées. C'est un pays des idées, c'est un pays qui a été fait par. Ce n'est pas un pays évident. Ce n'est pas le bassin du fleuve Congo, on appelle ça le Congo. C'est un pays qui était fait par les rois, par une volonté politique. Euh, la République est une idée. C'est sorti de. C'est pas Dieu qui l'a dit, et c'est pas du tout naturel. La République française, l'idée de l'égalité, c'est entièrement antinaturel. Dans la nature, autour de nous, il n'y a pas d'égalité. En Inde, il n'y a pas. Dans le monde arabe, l'égalité est une notion étrangère, extraterrestre. Je ne dis pas qu'on a raison, qu'on a tort. Je dis juste que la France c'est un pays à l'aise avec les idées. C'est un pays à l'aise avec la notion d'équité, la notion de justice sociale, même à droite. Hein. C'est un pays qui redistribue. C'est un pays très performant. L'économie française est très forte, malgré Macron, malgré Édouard Philippe, malgré Bruno Le Maire. Ce pays a quand même fait le Concorde, fait le TGV. Il y a encore
des choses. C'est pas, c'est un pays, c'est un peuple d'élite. Il y a quelque chose il y a un cerveau là-dedans. Il y a un cerveau. Ce qui n'est pas le cas d'autres. Moi, je pense que les identités sont différentes. Il y a des identités qui sont supérieures aux autres. Toutes sont égales en dignité. Mais je suis désolé. Si moi, je devais renaître dans un autre corps, ben, je ne prendrais. Alors, je vais encore me faire plein d'ennemis. Je pense que l'identité bulgare est moins forte que l'identité française. D'un point de vue de PIB par habitant. Peut-être qu'elle changera dans le temps, mais aujourd'hui, voilà. Ça, c'est des zones d'excellence. Et les zones d'ombre de l'identité française, c'est un pays de poètes et un peu de doctrinaires. On est fâché avec le capitalisme, avec l'argent. Parce que nous avons été faits par l'État, par des fonctionnaires, par des rois. On n'est pas un pays de commerçants. On est nul en commerce. Je fais un peu de. Les Allemands sont bons, les Italiens du Nord sont très bons en commerce, les Britanniques évidemment. Nous sommes un pays qui est fait par une volonté politique, l'économie doit suivre, l'intendance doit suivre. Donc on a toujours été fâchés avec le capitalisme, pas parce que nous sommes des communistes, nous n'avons eu jamais de grands capitalistes. Contrairement aux Vanderbilt américains, tout ça, les Thyssen allemands, nous on a eu un peu de mal avec ça. Euh, donc, donc voilà l'identité française. Et je dirais que c'est une femme, la France. C'est une identité féminine. C'est un pays profondément féminin parce qu'il y a l'empathie, la douceur, alors que l'Américain du Nord est un homme. Le Brésilien est un adolescent, jovial, très violent. L'Américain est un homme. On sent la virilité aux États-Unis. Il suffit de descendre à l'aéroport qu'on sent que. Alors, ce n'est pas une critique, c'est juste la France est féminine. La France, c'est une espèce d'empathie ou de douceur. Alors, si on file la métaphore de la féminité, je vais encore me faire taper dessus. Il y a parfois des moments d'hystérie dans l'histoire de France. La Révolution française, c'est de la folie. C'est une hystérie de 10 ans. On a tué les gens, mais pour rien. On a des moments là, on est dans une folie collective. Depuis mai 68, nous sommes dans une folie totale, collective. On détruit l'autorité, on détruit la police, on détruit la famille, on détruit le pays, on détruit les frontières, on donne tout à l'Europe contre rien. Si seulement on avait un deal. Il y a parfois dans l'histoire il y a dans l'identité française un potentiel de folie qui est présent. Ah, vous me direz que les Américains, ils ont fait la prohibition, qui était une folie furieuse, interdire l'alcool. Ils ont pendant quelques années, il faut être fou. Ou interdire le wokisme est une folie aussi. Hein. Mais il y a en France une folie très française qui n'est pas importée par les immigrés, qui est il y a des moments où on perd le contact avec la réalité. Donc ça c'est l'identité française. Alors, il s'avère qu'avec l'histoire, parce que la France est un pays qui a été fait à feu lent, cuit à feu lent, contrairement au Canada, contrairement à Israël. Bon, Israël, on peut en discuter parce que c'est 5000 ans quand même d'histoire, mais pays récent, contrairement aux États-Unis, au Brésil, qui a été fait au micro-ondes, le Brésil, été fait au micro-ondes. Parce qu'il fallait faire vite, il fallait lutter contre la malaria, les moustiques, les jaguars et les Indiens. Donc il fallait faire vite peuple, société. La France a été faite et au même endroit. La France, c'est une grande stabilité démographique. Contrairement à ce que nous disent les gens aujourd'hui, la France, c'est un pays blanc. Non pas par apartheid racial, mais parce que coïncidence. Les Français ont vécu ensemble pendant un millier d'années. Alors, est-ce qu'on peut être noir et français? Bien sûr. Les dom-tom, Martinique, Aimé Césaire, France Fanon, même s'il avait des remontrances. Mayotte. Mayotte, oui, vous avez un grand. Mais il y a quand même une identité blanche française. Pourquoi je dis identité blanche? Je pense beaucoup à l'aspect génétique. L'identité est portée par les gènes parce que la vie de l'être humain est trop courte pour réinventer la roue. On ne peut pas, en une vie d'homme ou de femme, découvrir tout ce qu'on en est. On reçoit des choses, l'inconscient collectif. Et donc, il y a un côté génétique porté. Il y a un peuple historique de France. On ne peut pas l'évacuer comme ça. Alors, c'est un peuple qui nous a transmis cette identité. Donc, il ne faut ni le vénérer, ni le déclasser. Mais il y a un fait accompli, génétique, qui est là. Et donc, ce pays a une tradition blanche. Alors, est-ce que demain, il deviendra noir ou métis? C'est pas à moi de le juger. Mais je pense qu'il y a ça. Et pour terminer sur ça, la France c'est la fille de l'Église, parce que c'est un pays où le catholicisme a été très, très fort, au point où il a domestiqué les gens.
euh, le catholicisme a plus réussi en France qu'en Italie, à mon avis. En termes il a réellement refabriqué, il a déconstruit l'être humain. Parce que vous voyez, le français, il s'arrête au feu rouge spontanément. Combien de peuples s'arrêtent au feu rouge spontanément sans avoir un policier, une caméra Ouais. combien dans le monde? Juste, je veux Ouais. dire, là, ça semblait l'influence de l'Afrique du Nord. Car en fait, Oui, si je pars en Suède, si je pars en ouais, Norvège, ils sont plus que polis par c'est rapport au vrai, feu rouge. Mais c'est vrai. parce qu'en France, je trouve que parfois, en Le tout nord cas et à le sud Paris, aussi. oh là Oui. là! Ah, voilà. En fait, voilà, j'ai une boutade. Moi, j'ai toujours pensé que le français était civilisé jusqu'à connaître le cycliste parisien. Et Hmm. là, il est en train de remettre en cause toutes mes. Ce qu'on nous dit l'ensauvagement, il y a un côté ensauvagement importé de l'étranger, mais il y a l'ensauvagement du Vélib parisien, du cycliste Mais parisien, enfin, qui est extraordinaire. mais comme tu dis, en fait, on est issu de notre histoire et le vélo, le cycliste parisien, lui, il est issu du moto parisien. Car en fait, La c'est une moto, ville, oui, enfin, pas, c'est pas le Vietnam en tout cas, mais ouais. la manière que les motos conduisent à Paris, ça a permis, ça a entré Ah, ok, en, d'accord. pour moi, selon là. Et je vais juste revenir parce qu'en fait, tu as mentionné les années 60 Oui, et les années 60, je pense qu'il faut se mettre d'accord que les années 60 ont amené de bonnes choses. ouais, certainement. Et le sujet ou le difficulté d'un un point de vue conservateur, enfin, j'ai envie de te mettre un peu sur l'angle conservateur, Mhm. c'est que on peut pas jeter tout l'eau du bain. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, progrès, enfin, même si on parle de cette civilisation, entre guillemets, blanche de Voltaire, de pays Bien sûr. d'idées, enfin, des idées éclairées, enfin, des idées Oui, illuminées qui ont apporté plein de choses à notre civilisation. bien La sûr. difficulté que j'ai, c'est de savoir à quel moment le progrès doit s'arrêter. Car en fait, Mhm. le progrès, on a fait des bonnes choses, il y a le progrès scientifique, et sous le parapluie ou la permission que Mhm. donne la quête du progrès, on continue, parce que si on a progressé ici, ben, il faut Bien sûr, maintenant continuer à progresser cela. Et bien sûr. ensuite, ben, on a guéri, on a solutionné ce problème-là, attaquons un autre. Mhm. Et donc, ces personnes-là, enfin, ceux qui sont amenés ou encouragés à être progressistes, Bien ne sûr. savent pas se retenir à un moment donné. Parce que Bien Dieu sûr. fait du bien. Alors, comment tu réagis par rapport à ça? Ah, est-ce qu'il faut arrêter le progrès? Très bonne question. Ouais. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir une approche religieuse. Aujourd'hui, il y a une religion du progrès Mhm. qui est la religion française. Le progrès, le progrès, le progrès. On est parti de la pilule contre la contraception. Contraception? Maintenant, on est à la GPA pour toutes. Demain, on aura je ne sais pas quoi. On est passé du Pax, mariage pour tous, et ainsi de suite. Euh, Elon Musk est un progressiste, hein. D'ailleurs, il fait peur, hein. Il y a certaines de ces choses, des choses qu'il est en train de. Un progressiste de droite. Mais c'est un progressiste, hein. Il veut poser des chips dans la tête, des micropuces dans la tête, C'est un dans le cerveau. transhumaniste. Oui, oui, certes, peut-être. Ouais. Il a un côté très, très inquiétant, même si on peut avoir de la sympathie pour tout ce qu'il fait pour la liberté d'expression. Donc, le progrès n'est pas une religion. Il faut toujours le questionner par rapport à deux choses, à mon humble avis. La puissance. Est-ce que ce progrès nous rend plus puissants? Tout simplement. À l'évidence, non. On a abandonné la France pour faire l'Europe. Eh bien, à 27, on est plus faible qu'à tout seul. Les Américains nous traitent comme des laquais, comme des valets de chambre, alors qu'on est 27. Voilà, donc ce progrès-là, ouais. Est-ce que moi, vous avez vu Paris, ce qui est devenu Paris, les grandes villes françaises? L'insécurité, la saleté, la laideur, la laideur des constructions. Si ce n'est pas haussmannien, c'est moche. C'est très simple aujourd'hui en France.
Soit on recopie l'haussmannien, bon là, c'est mignon, enfin ça. Si c'est neuf, c'est moche, en général. Donc, voilà, la puissance. Faut que le progrès, s'il ne permet pas d'augmenter la puissance, c'est pas la peine. Parce que le monde est compétitif. Les Chinois, les Arabes, les Indiens, les Indonésiens, les Perses, tous veulent leur revanche sur l'histoire. Donc, il faut qu'on soit, voilà. Et la deuxième chose, il faut que ce progrès-là nous permette d'exister en tant que peuple, en tant que civilisation. Je vois aujourd'hui ce progrès qui veut nous faire la peau. Je ne vois pas en quoi, qu'est-ce qu'il y a de progressiste à remplacer un peuple par un autre. Je ne vois pas ce qu'il y a de où est le progrès là-dedans. C'est comme si on disait aux Aztèques, on va vous remplacer par des Espagnols catholiques et ça va être bien pour vous. Ah oui, bah, c'est ce qu'on est en train de dire. Vous n'avez rien compris. On nous a dit de fermer vos gueules. C'est le progrès. En fait, je ne vois pas ce qu'il y a de progressiste là-dedans. Je ne vois pas ce qu'il y a de progressiste de changer le visage d'un peuple. Et là, je reprends le travail sur la colonisation. Ceux qui ont colonisé le Maroc, ils ont dit, les gars, c'est un progrès. On vous amène le progrès. Ils avaient raison. Ils nous ont amené l'État-nation, ils nous ont amené oui, ils nous ont amené la bureaucratie, mais la bonne bureaucratie. Ils nous ont appris à contrôler la population de manière plus efficace. Ils nous ont appris à quadriller la population, ce qu'on ne savait pas faire dans le régime marocain d'avant, l'ancien régime avant colonisation. Ils nous ont amené la médecine. C'est vrai, c'est un progrès. Ils ont miné les vaccins, mais ils nous ont dominés. Ils nous ont remplacés dans un certain sens. Et ils ont bien fait de partir. Donc aujourd'hui, il y a des limites au progrès, en fait. Et aujourd'hui, on a un progrès qui nous dit, bah, vous serez remplacés. Et je reprends le cas de M. Musk, que j'aime beaucoup, mais il a un projet pour faire le camion autonome. Alors que le chauffeur routier, c'est un des derniers jobs valables aux hommes qui n'ont pas fait la fac, qui n'ont pas fait d'études supérieures. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? On va les remplacer par des camions autonomes. Ils vont quoi? Ils vont devenir alcoolos, drogués. Voilà. Donc, euh, et aujourd'hui, en France, nous avons un parti du progrès qui est le parti de la Révolution française. En fait, à mon humble avis, bien sûr qu'il y a la droite et la gauche, mais il faut aller au-delà. Il y a deux partis. Il y a le parti qui veut poursuivre la révolution de 1789. Il va de LFI jusqu'au LR. C'est le progrès. Alors après, LR fait la gueule, mais elle est pour le progrès. LFI dit GPA pour tous. LR fait la gueule, mais finit par signer. Parce qu'elle se sent redevable de servir le projet révolutionnaire. Le progrès, pas la France, le progrès. Et vous avez des partis anti-révolutionnaires qui disent non. Alors, ils ne sont pas très nombreux, ils sont pestiférés, mais je pense que c'est ça le débat que nous avons aujourd'hui en France. Euh, alors, je pense que le problème de ces partis-là qui sont contre la révolution, qui sont par exemple contre la GPA pour toutes, qui sont contre l'Europe des 27, tout ça, ils ont été pestiférés parce qu'on leur a dit vous êtes des réactionnaires. Mais bientôt, ils seront libérés de cette diabolisation parce que je parie sur un choc, il y aura un grand effondrement et nous allons nous séparer entre les morts, ceux qui vont mourir dans le choc, une guerre, un effondrement, un collapse de l'État, je ne sais pas quoi, et ceux qui veulent se recueillir comme avant, et ceux qui veulent rénover et reconstruire. Et je pense qu'on va devoir reconstruire parce que là, on est parti trop loin. Et on va J'ai devoir j'ai- reconstruire tout. j'ai étudié, quand j'étais à l'université, la littérature dans les révolutions et les guerres Oui, civiles. Et j'étais toujours très intéressé par l'étincelle qui oui, démarre la chose et le rôle que les intellectuels doivent ou jouent, en tout cas, dans ces propos. Je veux juste revenir parce qu'en fait, dans l'histoire de l'identité française, ça paraît très difficile pour quelqu'un qui est à l'extérieur de ça de comprendre que la France, c'est un pays d'idées. Et oui, ça fait très abstrait comme c'est vrai. concept. En revanche, quand tu parles souvent et j'ai envie de savoir s'il y a des passerelles ou des ponts avec ça, tu parles beaucoup, Idriss, du sérieux, Oui, de l'objectivité, la méritocratie. Tu parles aussi de la beauté dans les mm, mêmes types de mots et d'expressions et l'excellence.
pour avoir travaillé chez L'Oréal, la beauté, c'est un gros sujet. Bien sûr. L'excellence dans le marketing, je le voyais. La méritocratie, ça, c'est le capitalisme. C'est comme ça que je le conçois. Mhm. L'objectivité, la beauté peut-elle être objective? En tout cas, est-ce que ces concepts-là peuvent être français? Ils ont, ils ont des déclinaisons, on va dire. Le mot capitalisme ne veut pas dire la même chose aux États-Unis qu'en France. C'est clair. Comme le C'est pragmatisme, au passage. comme le pragmatisme, exactement. Comme la tolérance, comme la race, Comme la liberté comme la liberté. Tout à fait. ou l'égalité même. Ou l'égalité. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Hmm. Ce sont des mots qui ont pas la même, qui ont pas la même, la même signification. Disons que la France est un pays c'est la féodalité, enfin, la féodalité, l'Église, la monarchie ont fait la France. Et la monarchie est partie et on a mis l'État. C'est un pays L'État-providence. l'État-providence, l'État stratège, l'État qui a Air France, Aéroport de Paris, SNCF, tout ça. Et c'est un État qui est en surplomb de la société. C'est comme un. Sans État, il n'y a pas de société en France. Enfin, les Français croient ça. Je pense que, bon, on peut en discuter. Mais contrairement aux États-Unis, où il y a d'abord eu la société, après on a mis le government. On regarde avec suspicion, il est lointain, il faut faire attention. En France, c'est l'État qui a ramassé tout le monde. Parce qu'il n'y a pas d'évidence géographique française vraiment, parce que les Bretons, très sincèrement, ils auraient pu être grands Bretons, hein. Les Corses, ils auraient pu être italiens. Comme les L'Occitanie aurait pu Niçois. être italienne. Les Niçois, bien sûr. La Savoie était longtemps italienne. Franchement, les Alsaciens, ils auraient bien pu être allemands et personne n'aurait rien vu. C'est vraiment l'État, une force, un Armageddon qui a mis tout le monde. Et donc, au fait, l'Église a beaucoup moralisé. Euh, et la République a pris le relais de l'Église. On a enlevé le péché, on va dire. On a créé à la place une morale républicaine où il y a la méritocratie. Mais ce n'est pas une méritocratie pour faire de l'argent, c'est une méritocratie très religieuse, pour faire bien. Le fonctionnaire travaille bien. Il fait le service public. Le professeur enseigne. Euh, et on a remplacé l'Éden catholique par le rayonnement de la France. Alors, on ne promet plus aux gens le paradis, mais on leur dit le pays va rayonner. Et ça a marché hein, au 19e siècle, au 20e siècle. Les Français ont cru dans ce projet-là. Donc, il y a la méritocratie française, une méritocratie qui a un fond religieux. Je fais le bien, mais ça veut dire je fais des maths, je suis le premier au concours, je choisis le meilleur, je prends le fils de l'agriculteur Pompidou, il devient Premier ministre parce qu'il a fait l'agrégation C'est là. voilà. Je prends un noir qui est Léopold Sédar Senghor dans les années 20, alors que les Américains, ils ne voulaient pas toucher les noirs. Et on le met professeur agrégé de grammaire à Louis le Grand. Donc il a eu l'agrégation à Normal Sup, il a donné des cours à des blancs en 32 à Louis le Grand, donc à la fabrique des élites. C'est la méritocratie française. Mais elle est très étatique, on va dire. Elle est très dans le français a besoin de regarder toujours vers Paris, vers le haut. Il y a cette espèce il faut qu'il soit ramassé. Sinon, le pays pourquoi? Parce que c'est un pays aussi de guerre civile. Hein. C'est un pays divisé. Il y a eu les monarchistes contre les républicains pendant Républicain, longtemps. On a eu les protestants contre les catholique. catholiques. On n'a pas pu assimiler les protestants en France. On les a mis dehors. On les a mis aux États-Unis, les Dupont de Nemours, hein, Delaware. On a mis, les a mis en Hollande, en Angleterre, en Afrique du Sud, De Beers, tout ça. Enfin, je ne sais pas si De Beers est d'origine française, mais il y a beaucoup de Huguenots en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, on veut assimiler 10 millions de musulmans. Mais bon, c'est juste une boutade, mais c'est un pays de guerre civile, la France. C'est un pays de. Et donc, on a besoin d'un principe unificateur qu'on a trouvé dans le roi ou dans l'État, ou la religion de l'État qui est en train de tuer la France. Parce que l'État, avec les impôts, il, avec les impôts, avec son projet européen de suicide collectif dans l'Europe, avec la promotion de l'immigration de masse, l'État tue la France.
Ce que tu dis souvent, Driss, pour te couper, c'est que tu es assez remonté contre les élites. Tu es Oui, remonté contre eux pour leur éducation, le dédainement, le déconnexion oui, avec la société. Et donc, quand tu es dans un pays où l'État est souverain, enfin, est tout, et que l'État est mené par des gens déconnectés du peuple, ne sont pas en contact avec la guerre civile qui est en train de se passer, oui. c'est là où j'ai l'impression que tu te dis, bon, moi, c'est là où ça va déconner. Oui, ben, les élites aujourd'hui, enfin, elles ont complètement oublié l'identité française. C'est-à-dire que on a des élites aujourd'hui qui sont des élites académiques dans le sens péjoratif du terme. C'est-à-dire elles confondent leurs diplômes avec leurs valeurs, et elles confondent des chiffres et des tableurs Excel et des dissertations avec la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'être humain universel. Il y a des Français, des Américains, il y a des Sénégalais, il y a des Égyptiens. Il n'y a pas d'être générique. Il n'y a même pas d'homme européen. On peut en discuter. On peut en discuter. Ça veut dire que les solutions, comme les problèmes, sont liés à l'identité française, à l'identité américaine. On, la France a été, et encore membre du G7, a rayonné parce qu'elle était française, pas parce qu'elle était américanisée ou arabisée ou africanisée ou musulmane ou européenne, elle était française. La France n'a jamais été aussi rayonnante que quand elle était dans la guerre symbolique contre l'Angleterre et l'Allemagne. Paris était la capitale du monde dans les années 1900, 1920, quand on était rivaux de l'Allemagne et de l'Angleterre. C'est quand on est devenu sous l'Europe de Bruxelles qu'on est devenu une ville, enfin, qu'on a perdu le rayonnement. Parce qu'il y a une identité française. La France est le pays de la sécurité sociale et de la redistribution parce qu'il y a des Français. Aucun autre peuple au monde n'est capable d'accepter d'être taillé, d'être tondu comme un mouton pour redistribuer à son voisin. Aucun autre peuple au monde. Je ne connais pas d'autre peuple au monde. Et les Chinois ont pu faire ça, mais ils ont fait ça avec des camps de la mort et des goulags et des génocides. Les Russes ont fait ça, ça s'appelle le communisme. Mais il y a eu le peuple français accepte volontairement de se faire tondre pour redistribuer l'argent et en même temps, il continue à produire. L'Américain est certainement beaucoup plus productif que le Français. Le PIB par habitant est une mesure, mais il ne veut pas la solidarité. Le peuple français est un des rares peuples au monde qui veut, qui accepte la solidarité et qui continue à travailler comme un dingue pour produire. La productivité française est encore élevée. Elle descend, mais elle baisse, mais elle est encore élevée. Ça, si on change ce peuple-là par un autre peuple, mettons le peuple maghrébin, bien, on n'aura pas les mêmes résultats. C'est évident. Il ne faut pas être raciste ou fasciste pour dire ça. C'est évident. Chaque peuple a un pacte social. Le pacte social d'Afrique du Nord n'est pas le pacte social de l'égalité. Loin de là. Loin de là. Je ne dis pas qu'il est meilleur ou moins bon, je dis qu'il est différent. On n'a pas libéré les femmes en France et on les a mis au-dessus des hommes parce qu'on était un pays musulman, parce qu'on était un pays catholique. Catholique, laïcité, mais catholique. Parce que on descend de ça. Je suis remonté contre les élites parce qu'elles sont en train d'exploser tout ça. Et les problèmes qu'on a à régler, on ne pourra pas les régler. Je ne sais même pas comment on va les régler. Parce qu'on n'a plus des problèmes de Français. Nous avons aujourd'hui des problèmes de pays africains. En même temps que les problèmes de Français. On a un problème, par exemple, rapidement. La crise de l'école. C'est un problème franco-français. Les Français ont détruit leur école. Pour plusieurs raisons politiques, philosophiques, Bourdieu, tout ça. Très bien. Donc, il y a une solution française à ça, qui serait le retour de la méritocratie, à l'ancienne. Par exemple, de l'internat, voilà, le retour des maths, le retour du latin, du grec. Sauf qu'aujourd'hui, on a des millions de musulmans, des millions d'Africains en France, avec des problèmes d'accès à la langue française, avec des problèmes de culture qui ne valorisent pas l'éducation. Donc, on doit régler deux problèmes en même temps. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça que je suis remonté contre les élites, parce qu'elles rendent difficile la solution de nos problèmes qui sont déjà immenses. J'ai envie de dire, je veux partager, si tu m'acceptes, l'expérience d'être naturalisé français, car je l'étais.
Et pour le faire, j'ai eu une journée, j'ai eu une éducation civique où on m'a expliqué la France. Et cela, on a fait en français avec 35 personnes dans la salle. Et dans une journée, on a divisé la journée en trois. Et là, je parle de style 2003, 4, 6 par là. Et, la première partie de la journée, c'était sur l'histoire de la France. On a traité l'histoire de la France en dessous de 3 heures. Ensuite, on a fait la géographie de la France avec les 26 7 000 communes, les DOM, les TOM, les départements, les machins. Beaucoup à assimiler déjà dans 2 heures. Et puis on a terminé par la loi de la France. Et autant dire qu'à la fin, on est la tête qui tourne, on comprend rien. Et puis d'ailleurs, ça a fait une émeute dans la Ah ouais, salle carrément à la fin. Enfin, je peux dire, le bonhomme qui nous a accueillis, il avait l'air très français, avec le béret, la salopette, il attendait d'avoir la baguette en dessous des bras, moustache, etc. Et il nous a proposé un déjeuner qui était offert avec deux choix pour le repas. Et il y avait un choix qui était poulet, plus des haricots verts, et puis l'autre, c'était des tripes, parce qu'il voulait qu'on comprenne la France. la France, ouais. Bon, c'était toute une expérience. Mais Intéressant. ça, c'est dans les esprits. Mais il y a deux endroits où je veux terminer. La première, c'est par rapport à ces élites. Et on a parlé tout à l'heure de ça et j'ai trouvé ça intéressant. C'est que il y a un manque de contact entre les gens qui vivent au-dessus, comme on dit en Angleterre, upstairs, Ouais, c'est-à-dire le peuple un peu privilégié, avec les camionneurs dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça. avec les domestiques, avec les secrétaires, avec ceux qui sont dans la rue, entre guillemets, font tourner par ailleurs la Tout à fait. société. Et donc, Tout à fait. ça, c'est quelque chose qui doit être vrai aux États-Unis, tout comme c'est en Angleterre. On a, dans l'ensemble, on ne peut plus se payer un secrétaire Non. domestique, donc on n'est plus en C'est cher. contact avec la vérité. Et donc, du coup, on est forcément dans la division. Oui, on peut plus payer le contact humain. C'est devenu un luxe aujourd'hui d'avoir une femme de ménage, une nounou. D'ailleurs, il y a, entre parenthèses, il y a une grande crise de la maternité en Occident, pas seulement en France, que les femmes ne peuvent plus faire garder leurs enfants. Parce que là, une nounou coûte très cher. Bon, fermons la parenthèse. Donc, il n'y a plus de contact aujourd'hui. Tout est sur Uberisé. Tout est Uberisé, hein, delivery, je sais pas quoi. Donc, on n'a plus, on vit avec des gens qui pensent, c'est l'entre-soi, au fait, généralisé. On vit avec sa femme, ses enfants, ses collègues, via des réunions sur Zoom. Il n'y a plus de bureau. Quand les gens vont au bureau, c'est une fois par semaine. Et encore, c'est pour se réunir avec des gens qui leur ressemblent, qui ont la même idéologie, dans des open space, une espèce de nivellement. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'avais un bureau avec une belle table en bois. Je l'ai terminé dans un open space. Donc, tout le monde se ressemble il y avait des secrétaires. J'avais une secrétaire. Puis après, on me l'a enlevé. Après, on me l'a mis mutualisé avec quelqu'un d'autre. Là, il n'y a plus de secrétaire. Pour avoir une secrétaire aujourd'hui, il faut être CEO, PDG. Donc, on n'a plus, il n'y a plus d'ouvriers. Il n'y a plus d'usines, de toute façon. On a tout mis en Chine et au Vietnam. Donc, il n'y a plus le choc du réel, de gens qui pensent différemment de vous. Moi, je racontais mon week-end à la secrétaire le lundi matin. Et comme elle vivait dans d'autres quartiers que moi, elle avait un autre âge, une autre famille, on avait un feedback immédiat. Là, il n'y a plus de feedback. Il n'y a plus de feedback. Tout le monde vit sur écran et on parle avec, via écran, via Zoom, via WhatsApp, avec des gens qui pensent pareil, qui gagnent le même niveau de salaire, qui vont aux mêmes endroits. Il n'y a plus de feedback. Alors, le feedback, il est donné par BFM TV, CNN, donc c'est un feedback qui est filtré. Donc, il y a encore des prolétaires, mais ils ne parlent pas le français, ce sont les immigrés. Moi, je me rappelle, la seule noire que je voyais au bureau, ça a dû changer, hein. La seule noire que je voyais au bureau, je la voyais à partir de 18 heures. C'était une femme de ménage. Ils venaient ramasser les poubelles, etc. Ramasser les poubelles. Ouais, bon, elle parlait mal le français. Donc, donc il y a l'entre-soi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a une classe aujourd'hui qui imagine l'ouvrier, qui imagine l'immigré.
Ah, l'immigré a besoin de ça, mais est-ce qu'on lui on n'arrive même pas à lui parler. L'ouvrier a besoin de ça. L'ouvrier, je ne suis pas sûr que l'ouvrier ait besoin de la GPA pour toutes, j'en sais rien. On lui parle plus, l'ouvrier. Euh, donc, on est dans une espèce de déconnexion de tous les côtés. Et le problème, c'est que les gens sont payés pour être comme ça. On leur a les gens reçoivent, ils sont bien payés. Enfin, euh, il y a une laptop class. Alors, le terme n'est pas de moi, c'est un Américain qui l'a créé. Il y a une classe moyenne qui travaille à la maison sur des ordinateurs portables qui vit complètement déconnecté. Euh, elle est la base électorale du régime, au fait, avec une certaine immigration, avec d'autres personnes, mais elle est galvanisée par. Alors, elle est galvanisée par son succès économique. Le frigo est plein. Elle est bien payée, elle part en vacances, elle a une voiture, voilà, tout ça. Et face à elle, vous avez toujours par les réseaux sociaux, vous avez les déclassés, les gens qui souffrent, qui eux aussi vivent dans une bulle. C'est les bulles des identitaires, les souverainistes, les anti-Union européenne. Pendant le Covid, on a eu ça. Le Covid, on a eu les amis du docteur Raoult, les amis du vaccin Pfizer. Et chacun. Et en fait, il n'y a plus de société parce que je n'ai plus besoin de te parler parce que mon frigo est plein. Donc, je peux t'insulter, je peux te bloquer, je peux désirer ta mort. Parce que le frigo est plein. Avant, pour remplir le frigo, il fallait travailler ensemble. On ne paye pas vraiment. C'est très facile. C'est comme dans le transport, comme dans la circulation routière. C'est très facile de faire un bras d'honneur à quelqu'un depuis sa voiture. On sait c'est rare qu'il vous rattrape, mais en face à face, c'est difficile. Et là, en fait, on passe notre vie à se faire des bras d'honneur par Twitter interposé et on est en train de détruire la société. Détruire la société. Ça me fait penser aux jeunes enfin, selon des pays certainement, mais dans la majorité des fois qu'un couple jeune se dise c'est terminé, ils s'en l'envoient par texto. Bien sûr, Je c'est vais vrai. juste terminer, Driss, je ne vais pas abuser de ton temps, mais à t'écouter, enfin, il y a toujours le problème de la solution. On peut constater des choses, remarquer le mécontentement, le potentiel de violence et tout. Euh, cette identité qui est difficile exactement à, à définir, en tout cas Mhm. pour que tout le monde soit d'accord et on y va tous ensemble. Mais il y a quelque chose qui me semble qui réunirait l'ensemble des problèmes dans une solution. Par exemple, la capacité de fréquenter des gens une classe différente, d'un milieu différent, qui aussi, cette idée pourrait correspondre à une solution vis-à-vis d'une violence, guerre qui vient, et qui, par ailleurs, donnerait une fierté d'appartenir à un pays. C'est le service national. Mhm. Alors, à condition de le faire très tôt, pas à 18 ans. Il faut le Très tôt, faire ça très veut tôt. dire quand? Bah, à 8 ans, 7 ans. Alors, on ne va pas envoyer les enfants faire le service national à 8 ans, 7 ans, mais pourquoi pas le mercredi après-midi, au lieu de faire de la natation ou des cours d'informatique, on pourrait faire un service national de l'enfance où on oblige, pas avec la Kalachnikov, mais on s'arrange pour que les blancs du 7e arrondissement parisien jouent au foot ou juste fassent des châteaux de sable avec un noir de Villeurbanne ou de la Seine-Saint-Denis. Parce que c'est là qu'on crée l'empathie. Parce que nous sommes tous racistes par définition. Nous avons tous une préférence raciale. Ça vient de notre cerveau reptilien, parce que dans notre évolution, nous avons compris que la solidarité, elle est limitée à ceux qui nous ressemblent. Mon papa, ma maman, ma tribu et éventuellement ma race. Donc, au lieu de vivre dans le monde de Alice au pays des merveilles, comme le font nos élites, qui nous mentent et se mentent à elles-mêmes, vaut mieux partir du principe que nous sommes tous des racistes en puissance, et des machos en puissance, et des violents en puissance. Ça, vaut mieux l'accepter que de dire je suis un ange. Non, nous sommes des gens, nous avons ça. Software est là. Eh bien, pour briser ce racisme, parce qu'il y a aussi un racisme anti-blanc. Le racisme n'est pas une spécialité des blancs. Il y a même du racisme en Afrique vis-à-vis des Blacks. Bien Enfin, sûr. des Des Blacks. noirs. Bah, le Rwanda, Non, mais et le nombre de fois génocide. que j'ai cette conversation et ils pensent que ça n'existe pas.
il faut que tu voyages quand même. Tu peux ignorant. pas dire que le racisme est le seul domaine des États-Unis. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr. Bah, le génocide rwandais est la preuve qu'il y a un racisme noir. D'ailleurs, il Ben, n'est pas terminé. Maintenant, il y a un génocide aujourd'hui au Congo, des Noirs qui tuent des Noirs. D'ailleurs, je renvoie vers l'excellent docteur Denis Mukwege, qui est le chirurgien de l'hôpital de l'Est du Congo. J'ai oublié bien sûr le nom. Il est à Nord Kivu. Il est au Kivu. Enfin, c'est un, c'est un chirurgien des femmes et des enfants mutilés par le viol commis par les miliciens euh, à l'assaut du Rwanda, mais pas seulement. Enfin, voilà. Et, il a écrit, d'ailleurs, il a été formé en France, ce monsieur. Comme quoi la France fait des très belles choses. Il a été formé en France à la pédiatrie, à la pédiatrie. Il est revenu au Congo quand il a vu l'épidémie de viol. Il a dit non, je vais devenir gynécologue. Bon, fermons la parenthèse. Ce service national, il faut le faire à l'enfance. Il faut qu'on habitue les différentes communautés à jouer ensemble. Parce qu'à 18 ans, c'est trop tard, à mon humble avis. Et il faut surtout donner un ennemi commun. Il faut qu'on arrête avec le foot, l'écologie, le recyclage, l'Europe. Non. Il faut donner, parce que chacun d'entre nous est méchant. Nous sommes gentils et méchants en même temps. D'ailleurs, l'islam est très intéressant, parce que l'islam est une des rares religions autorisées aujourd'hui qui joue sur le côté noir de l'être humain, la violence. D'où peut-être son succès. L'islam part du principe que l'être humain, il est capable de tout, du meilleur comme du pire. Eh bien, offrons à cette jeunesse un ennemi commun, comme l'a fait la République en 1880. Il vaut mieux aller casser la gueule au figuré, dominer le russe, l'ukrainien, le chinois, le brésilien, enfin, choisissons un ennemi commun, que d'aller faire la guerre civile entre nous. Parce qu'il y a une fascination aujourd'hui en France pour le modèle américain, où c'est une espèce de guerre civile larvée. Les Noirs dans leur ghetto, avec une espèce de livre de roman, donc de cahier de doléances qui fait 4 volumes à chaque fois. C'est insupportable. Euh, je, je généralise bien sûr, mais c'est l'esprit américain. Euh, euh, les, euh, les latinos contre les noirs, les trucs, enfin, c'est ingérable. Mais les Américains, c'est leur culture d'abord, et puis ils sont armés. Donc ils peuvent se détester, ils sont armés. Chacun dans son coin a son gun. Les Français, nous, on n'est pas armés, on ne peut pas jouer à ça. On ne peut pas jouer à ça. Donc je propose un projet, disons, faut se trouver un objectif commun qui soit méchant, qui mobilise nos mais pulsions négatives contre l'extérieur et pas contre nous-mêmes. Sinon, on va se bouffer entre nous. il faut, je module en disant, j'imagine quand même que c'est un ennemi où on n'a pas besoin forcément de faire la guerre C'est vrai, tout à fait, tout à fait. violente, mais qui est une ennemi idéologique, on va dire. Par exemple, à l'époque, on aurait pu dire le bloc de l'Est. Mais là, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais si on décide de la Chine, voilà, parce qu'ils sont communistes, parce qu'ils sont, voilà, les pollueurs, je dis n'importe quoi. Choisissons un truc, mais parce que sinon, on a trop d'énergie qui font du surplace. Et là, on est en train de se bouffer entre nous. Et, et, Oui, et, et, et l'idée de vouloir aimer tout le monde partout, à tout ça marche moment, pas. ben, ça marche pas. Même le catholicisme, qui est la religion, soi-disant, de l'empathie, de l'amour, et tout ça, ce qui est vrai aussi, mais ce n'est pas que ça. Pas que ça. Euh, le catholicisme a eu besoin d'aller projeter la méchanceté vers les Amériques pour voilà, génocider les Aztèques, remplacer les Indiens du Brésil, les Incas. Voilà. La solution, si elle existe, elle doit repartir de la nature humaine. Qu'est-ce que nous sommes? Pas d'idées de lobbyistes à Bruxelles ou à Washington qui vont nous dire oui, globalisme, Union européenne, l'amour fraternel, ça n'existe pas. Mais on est bien d'accord que le problème quelque part là-dedans,
sans parler juste de progressiste, c'est pour statuer sur qui est l'être humain. Qui est l'être humain? Est-ce qu'on est né avec tous avec l'empathie? Tout à fait, Est-ce, tout à fait. C'est ça est-ce la cause. qu'on doit avoir une religion? Qu'est-ce qui fait que, et puis l'ADN, l'épigénétisme, enfin, Bien sûr, bien il sûr. y a beaucoup de difficultés en tout ça. Bon, on va pas résoudre tous les problèmes du monde, même pas de la France aujourd'hui, mais je pense on a fait un bon tour, Driss, et je te remercie d'avoir Je te passé remercie ce aussi. temps et cette conversation avec moi. Comment est-ce que quelqu'un qui a écouté peut aller chercher tes livres? Qu'est-ce que tu recommandes en premier si tu proposes un choix? Parce que tu as écrit pas mal de livres. Alors, sur quelle plateforme aller? Je me prosterne devant l'oncle Sam. Il faut aller sur Amazon. C'est l'endroit où il y a c'est le plus facile de se les procurer. Sinon, sur mon site, drizrali.com, où il Mhm. trouvera en bonus quelques écrits, quelques opinions et quelques états d'âme. Euh, et puis, après, là, on est période de fin d'année. S'il veut quelque chose de polémique, mais qui pose des questions, enfin, ce elephant in the room, comme nous disent c'est bien les anglo-saxons, il faut qu'il lise de la diversité au séparatisme, un petit bouquin de 80 pages qui pose crûment les problèmes de la diversité, les défis de la diversité et de l'immigration en général en France. Ça, c'était un coup de poing dans les tripes. Euh, fait vraiment, il est polémique parce que tout est polémique aujourd'hui, mais il met le doigt là où ça fait mal. Ça, c'est pour polémiquer. On va dire c'est pas le cadeau de Noël qu'on fait à l'amour de sa vie. C'est plutôt, j'ai un copain qui l'a donné à son beau-père qui lui est insupportable. Hmm. Du moment que tu achètes mes livres, tu peux. Il m'a dit, ça m'a permis d'énerver mon beau-père, de gauche et tout ça. Voilà. S'il est plus dans l'érudition, bah, qu'il lise le livre sur la colonisation française, qui est une contre-histoire de la colonisation française. Là, on est vraiment dans un livre dans l'érudition, euh, un peu de vulgarisation, comme on en fait vraiment plus aujourd'hui en France. C'est pas un livre de spécialiste, un livre d'un homme ordinaire comme moi qui a voulu simplifier quelque chose qui est réputé complexe. Et s'il aime la biographie, moi je lirais volontiers la biographie de David Galula, qui est un marginal comme moi, qui est un maghrébin comme moi, et qui est un homme du monde, mais qui n'est pas un citoyen du monde. Je n'aime pas cette je ne crois pas aux citoyens du monde. On est toujours de quelque part. Mais on peut appartenir au monde. Et Galula était un juif tunisien qui a grandi au Maroc et qui a inventé une technique de contrôle des populations sans violence, sans torture. Mais c'est pas un gentil, c'est pas Gandhi, c'est un militaire. Et il a été incompris dans son pays, la France, et il a été célébré aux États-Unis Hmm. dans les années 60. Il a côtoyé Kissinger et tout ça. Et c'est un peu l'histoire d'un saint. Et ça, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire que le succès, on peut avoir le succès après la mort. Et le succès de Galula est arrivé après sa mort. Comme un saint, comme Hmm. Sainte Thérèse de Lisieux, tout ça. C'est une histoire très intéressante parce qu'elle montre que faut pas être triste si on n'a pas le succès dans la vie aujourd'hui. Peut-être qu'il viendra après. Et deuxième chose, il ne faut pas tomber dans le conte de fées, fairy tale, du management moderne qui dit think out of the box. Parce que Galula, il a passé sa vie à penser en dehors de la boîte et il n'a pas eu le succès qu'il méritait dans sa vie. Et c'est vraiment une leçon aussi pour le management. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, nous avons aujourd'hui dans plusieurs Galula dans le monde, des gens très intéressants et qui sont combattus par le système, par les bureaucraties du privé. Et faire le bien aujourd'hui, voilà mon dernier point. Faire le bien aujourd'hui, c'est pas forcément donner un chèque à l'UNICEF pour les petits du Congo. C'est bien, il faut le faire peut-être, hein. Mais si on trouve un Galula aujourd'hui, il faut l'aider. C'est peut-être plus utile parce que lui, il fera la différence. Comme ce docteur Mukwege, qui est un Galula aujourd'hui du Congo, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel. Parce que ce sont des marginaux. Il faut être complètement dingue pour aller recoudre les organes génitaux de femmes violées au Congo aujourd'hui, au milieu de la guérilla. Il faut être dingue. Il faut être marginal. Mais c'est des gens qui changent le monde.
c'est pas un chèque qui va changer le monde ou un post sur Facebook pour dire voilà, je suis contre le changement climatique. Voilà. Galilée, c'est intéressant dans ce sens-là. C'est marrant que tu dis ça. Je lisais quelque part, pour faire changer le monde, il y a peu de monde, enfin, il suffit de peu. Il y a le fou qui énonce un sujet, mais Très intéressant. le plus grand fou, selon cette hypothèse, c'est le deuxième qui dit que celui-là, il est bien. C'est vrai. Parce qu'en fait, en premier, il a l'air d'être fou, il doit être dans sa tête plein de compliqué, Ouais, mais c'est quelqu'un qui est dans la société, qui dit celui-là, il est bien, c'est the follower of the fool, c'est who ça. is the Intéressant. most courageous, le plus courageux de tous. OK, sur ces beaux mots, en espérant que tu passes de bonnes fêtes, le Beaucoup. podcast va sortir en janvier, mais ça nous permettra de continuer la discussion. Merci beaucoup, Plaisir. Naris. Merci.